Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h et c'est parti pour le sommaire. La fête de l'Assomption célébrée ce samedi à la paroisse Notre-Dame des Anges. Des fidèles, malgré les restrictions dues à la pandémie du coronavirus, sont venus se recueillir pour rendre hommage à la Vierge Marie. 2 morts liés au coronavirus annoncés ce matin par le ministère de la Santé. 160 nouvelles contaminations ont eu lieu, dont 91 issues de la transmission communautaire. La colère des mécaniciens déguerpis de la zone industrielle de Colobane. Ils disent n'avoir pas reçu de sommation. Et puis dans cette édition, nous recevrons François Durper. Il est professeur, historien, écrivain et consultant. Il sera avec nous en fin de journal. Voilà le sommaire de ces 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La fête de l'Assomption perturbée cette année par la pandémie du coronavirus à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam où nous sommes rendus. Quelques rares fidèles sont venus se recueillir, même s'il n'y a pas eu de messe. Ils ont tenu quand même à rendre hommage à la Vierge Marie et des prières à la fin pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. On voit cela dans ce reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Armadouba. Il habite non loin de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. La raison qui justifie sa présence dans cette grotte à l'occasion de la fête de l'Assomption. Je suis venu réciter un chapelet, prier déjà pour que cette maladie puisse vraiment quitter le monde et que nous puissions vraiment retourner à nos occupations comme avant. Prier paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix à travers le monde. Ce fidèle aussi n'a pas voulu rater ce moment de recueillement. J'ai prié pour ma famille et puis j'ai prié pour être plus proche de Marie, plus proche du Seigneur. Voilà, en ce jour un peu particulier, dédié à Marie, à la Sainte Vierge. Même si l'église est fermée cette année pour respecter les mesures barrières, ces catholiques ont leur manière de rendre hommage à la Vierge Marie. Maman Marie, elle a beaucoup fait pour nous, elle nous a longtemps porté de son manteau virginal. On tenait à être là, on est paroissien, on tenait à être là toujours, de venir prier, revenir vers Dieu. Lui montrer qu'on est là, malgré le contexte, on est là, on tient à être là devant lui, lui montrer qu'on est pécheur, se repentir, porter les autres en prière. Après l'église, la fête mariale se poursuit dans leurs domiciles respectifs, dans la sobriété. Le repas en famille, passer du moment en famille, discuter. Logiquement, il y aura l'ambiance qui ne sera pas au rendez-vous, évidemment. Et puis le Sénégal enregistre 2 nouveaux décès liés au coronavirus et 160 nouvelles contaminations, dont 91 issues de la transmission communautaire. 64 cas sont des cas suivis et 2 cas importés à l'AIBD. 22 patients sont déclarés guéris et 57 en réanimation. Une opération de pulvérisation des centres d'examen à Pikine, l'arrondissement donc de Pikine d'Agodan, qui a entamé cette entreprise avec le service d'hygiène. Elle vise à préparer les candidats du CFE à faire leur examen dans de bonnes conditions. Reportage d'Abib Faye certainement que nous suivrons prochainement. Corona Navetan, c'est une initiative des jeunes de la région de Saint-Louis pour stopper la propagation de la Covid-19. 132 ASC de la commune de Saint-Louis donc seront intégrés dans la lutte pour sauver des vies au moment où les activités de Navetan sont suspendues. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour stopper la pandémie du coronavirus et inviter les jeunes durant les vacances à participer à la lutte contre la Covid-19, des acteurs de la commune de Saint-Louis ont initié Coronavetan. Le but est d'impliquer les jeunes des ASC de la commune et du département dans la lutte contre le coronavirus. L'objectif général, c'est de transformer l'énergie des Navetan en action de lutte contre le Covid. Coronavetan sera une tribune pour les jeunes de la commune de sensibiliser et d'orienter leurs camarades pendant les vacances pour une meilleure prise de conscience de la gravité de la Covid-19. On parle d'action de lutte, donc c'est des activités et actions de sensibilisation, de communication, mais de confection de produits de lutte, de causerie,
Donc essentiellement, c'est des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 132 ASC de la commune de Saint-Louis et du département seront impliqués dans la lutte pour sauver des vies. Des masques et gels hydroalcooliques seront distribués également aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons la Covid-19 qui avance à grands pas, à pas de géant. Donc il est important que les ASC se mobilisent autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la lutte contre la Covid-19. Et donc, c'est des actions de sensibilisation. Plusieurs activités sont prévues par les initiateurs de Coronavetan, de concert avec les autorités sanitaires de la ville. Des causeries avec les supporters des ASC et dirigeants seront animées par des volontaires tout en respectant les mesures barrières. L'Union des chambres de métiers du Sénégal vit des moments difficiles à cause de la pandémie du coronavirus. S'y ajoute le problème institutionnel qui demeure. Son président Issa Dieye en parle au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. C'était lors d'un point de presse. Les artisans sont les plus impactés via la Covid-19. Vous le voyez même ce temps-ci à travers les médias. Les artisans ont entré de crues partout. Mais heureusement que vraiment leur crue n'est pas entrée à l'oreille d'un sourd. Parce que nous avons constaté ces derniers jours-là que le président de la République a octroyé le secteur de l'artisanat une enveloppe de 35 milliards. Donc nous travaillons pour faire les critères de sélection. Et vraiment qu'il y a un appui qui est venu à son heure. Et toutefois, malgré l'importance de ce secteur, la problématique institutionnelle demeure. Le manque de clarté sur le rôle et les moyens respectifs des structures qui interviennent. Rendre l'Union nationale des chambres de métiers avec son réseau de chambres de métiers régionales incontournable dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'artisanat. Cette structure devra être dotée de suffisamment de ressources humaines, budgétaires et logistiques pour avoir une capacité réelle de représentation des intérêts des artisans et de maillage du territoire national. Voilà, c'était donc la conférence de presse de l'Union des chambres de l'Union des métiers du Sénégal. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne récolte. C'est la conviction du ministère de l'Agriculture, Moussa Baldé, en compagnie du ministre du Commerce qui était venu rendre visite au comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de la force Covid-19. Nous les écoutons au micro de la DIRPA. Au début de l'hivernage, le président de la République a fait ce qu'il avait à faire, il a augmenté notre budget. Le ministère de l'Agriculture a fait ce qu'il avait à faire. Nous avons en tout cas pris toutes les dispositions pour que les intrants soient à temps dans le monde rural. Dieu est en train de nous gratifier d'un bon hivernage, d'un hivernage pluvieux. Donc toutes les conditions sont réunies pour que nos objectifs soient atteints. Exactement, vous avez touché du doigt le nœud principal du problème, c'est qu'une agriculture productive doit être une agriculture équipée. Ces 19 moissonneuses, c'était juste dans le cadre de la riposte pour permettre de sécuriser, comme je vous ai dit, les récoltes de cette année au niveau de la vallée du fleuve et de Anabé. Mais dans le cadre du programme de relance, nous envisageons de mettre à jour le programme national d'autosuffisance en riz et le volet équipement va jouer un rôle très très important. C'est toujours le même dispositif qui est là. Nous n'avons pas changé le dispositif. Nous travaillons étroitement avec les importateurs, mais également avec les équipes du ministère du Commerce. Et nous avons de très bonnes perspectives puisque pour une bonne partie des produits, des denrées de première nécessité, nous avons des stocks qui peuvent assurer en tout cas l'autosuffisance sur une période de 3 à 6 mois. Donc nous sommes dans de bonnes positions. Et au niveau international aussi, les nouvelles sont bonnes. Il n'y a pas de pays qui applique actuellement des mesures de restriction. Et donc nous pensons que nous sommes sur une très bonne tendance. Le panier de la ménagère a subi un sacré coup en cette période d'hivernage. Un tour au marché Tilène nous a permis de faire le constat dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Gervais Yao. L'installation de l'hivernage rime avec calvaire des vendeurs de légumes et des ménagères. Les rares qui sont exposés sur les étals ont vu le prix sensiblement augmenter. Les légumes sont rares, en plus chers. Cela est dû à l'hivernage. Durant cette période, tout est en hausse. Il faut s'aventurer à en demander le prix pour s'en rendre compte. Le kilogramme de carottes coûte 1200 francs, le manioc 800 francs.
Le chou, 1000 francs, voire même 1200 francs. L'aubergine se vend à 400 francs le kilogramme. L'hivernage, il nous est difficile de s'en sortir. Nous achetons le kilogramme de poivrons à 1500 francs. Imaginez, les ménagères nous proposent des prix dérisoires, 25 francs, 50 francs pour un poivron, et on ne peut pas refuser. Mais cela ne nous arrange pas. Avec le renchérissement du prix de ces légumes, la qualité aussi laisse à désirer. La qualité des légumes laisse à désirer. Avec l'engrais, les légumes ne sont plus bons. Nous achetons des sacs d'aubergines à 25 000 francs, mais 2 jours après, tout est pourri. Cela ne nous arrange pas. Et la vente finit par être un véritable casse-tête pour ces commerçantes qui courent derrière un bénéfice minime. On ne s'en sort pas. On n'a pas de bénéfice durant cette période, rien du tout. Mais on est obligé de venir au marché. On ne peut pas rester à la maison à ne rien faire. Avec l'hivernage, les légumes restent des denrées rares et chères au grand temps du panier de la ménagère. Et puis les mécaniciens de la zone industrielle de Colobane déguerpis par le préfet de Dakar. Ces ouvriers qui disent n'avoir pas été avertis déplorent cette attitude, interpelle le gouvernement. Leur porte-parole, on parle au micro d'Ahmadouba et Pape Farani. C'est comme si on est des étrangers. Mais est-ce que c'est normal? Ils ont venu ici à 3 heures dans la période de pandémie. Ils sont venus pour nous faire ça. On nous a confinés depuis 3 mois. On est resté dans la maison. Ils nous ont donné aucune aide. Au contraire, ils sont venus ici pour nous lever ici. Est-ce que c'est normal? C'est comme si on est des étrangers. Mais est-ce que c'est normal? Ils sont venus ici à 3 heures du matin. Ils nous ont donné ni sommation, ni avertissement, ni rien. Parce qu'on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Vraiment, s'il vient, on va nous tuer. Tu as compris? On est ici, depuis 20 ans on est ici. Et puis sur l'international Burkina Faso, le grand imam de Djibo retrouvé assassiné. Souaïbou Cissé avait été enlevé depuis le 11 août dernier alors qu'il revenait d'un déplacement à Ouagadougou. L'actualité internationale à présent, Kalidou Koulibaly, proche de plus en plus de Manchester City. Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, élu manager de la saison en première ligue anglaise. Memphis Grizzlies et Gorgui Sidian à 2 victoires des playoffs défient en ce moment même les Blazers de Portland. Et puis le round-up de l'actualité sportive que nous voyons dans cet élément signé à Cher Saleh Boudiara. Qui de Lyon ou Manchester City va compléter le dernier carré de la Ligue des Champions 2019-2020? Les deux équipes s'affrontent en ce moment pour décrocher le ticket qui donne le droit de s'opposer au Bayern Munich en demi-finale mercredi prochain. Les Bavarois sont qualifiés après avoir atomisé les Barcelonais 8-2. Une humiliation qui pousse le président du FC Barcelone, Bartomeu, à convoquer une réunion extraordinaire ce lundi 17 août pour prendre et rendre les premières décisions après la débâcle. C'est de les atteindre avec les... Kalidou Koulibaly est de plus en plus proche de Manchester City. D'après plusieurs médias, le club anglais a fait une première offre à Naples. 63 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Un montant qui ne satisfait pas pour l'instant le club italien qui réclame 70 millions d'euros, plus 10 millions de bonus pour l'international sénégalais de 29 ans. Un accord entre Manchester City et Naples n'est plus alors très loin. Jürgen Klopp est désigné meilleur entraîneur de Premier League de la saison 2019-2020. L'entraîneur allemand à Liverpool depuis 2015 a aidé le club à remporter le championnat d'Angleterre cette saison, mettant fin à 30 ans d'attente. Gorgui Sidian et les Grizzlies de Memphis sont en quête d'une place aux playoffs de la NBA. 9e au classement de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, ils jouent le play-in et vont devoir battre 2 fois les Blazers de Portland pour composter leur ticket. Lillard et compagnie ont juste besoin d'une victoire ce soir pour pouvoir défier les Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs. Merci à vous, cher Saleh Boudiara. À présent, nous recevons notre invité. Il s'appelle François Durper. Il est professeur, historien, écrivain et consultant. Vous avez l'habitude des chaînes de télévision. Monsieur Durper, bonsoir. Bonsoir, cher Sylvain. Merci de ton accueil. Voilà, vous avez fait votre thèse sur les relations États-Unis-Afrique et on va beaucoup parler de ces deux continents. Et on va démarrer par l'actualité américaine avec le président Donald Trump quand même, qui est en train de briguer un 2e mandat. Est-ce que vous pensez qu'il va être réélu?
Alors, je ne vais pas parier sur ça, mais pour l'instant, on peut regarder un peu les sondages. Elle est un peu particulière, cette campagne électorale américaine. On peut même dire que c'est un événement virtuel. Il n'y a pas de meeting, on ne peut pas faire du porte-à-porte. C'est le Covid-19 aussi aux États-Unis. Mais il y a des sondages. Et ces sondages disent, en moyenne des sondages, et j'ai regardé juste avant de venir pour que ça soit le plus frais possible, moins 7,7% pour Donald Trump en moyenne des sondages par rapport à son adversaire Joe Biden. Mais vous savez qu'aux États-Unis, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les battleground states, les endroits, voilà, les champs de bataille. Et là, c'est moins 4,3. Donc c'est quand même important. Ça veut dire qu'il est loin derrière Donald Trump pour beaucoup de raisons. D'abord l'économie. Et pourtant, on dit que son bilan économique n'était pas si mauvais que cela. Au contraire même. Oui, mais ça c'était avant. C'était avant la pandémie. Et effectivement, il voulait faire campagne sur l'économie et là, patatras. Là, l'économie américaine va très mal. Il espérait une reprise en V. Vous savez, ça dégringole et hop, ça reprend. C'est pas ce qui va se passer. Pour l'instant, eh bien, l'économie américaine patine. Ça va pas bien du tout. Il y a les critiques sur le Covid-19. On reproche à Donald Trump de ne pas bien gérer la crise aux États-Unis. Et puis il y a surtout un Biden, un adversaire de Donald Trump, qui est bien peut-être plus solide que ne l'était Hillary Clinton, vous vous rappelez, en 2016. D'abord parce que le Parti démocrate est plus uni derrière lui. Hillary Clinton n'avait pas réussi à faire l'unité avec son adversaire Sanders. Sanders est toujours là. Il a perdu contre Joe Biden. Mais Biden et Sanders, ça a l'air de marcher mieux, ça a l'air de fonctionner mieux. Et donc on peut penser quand même que pour le moment, Trump est dans une très mauvaise passe. Alors attention, il reste encore 100 jours, à peu près 100 jours, un peu moins. Et puis le fait de ne pas battre campagne comme ça, est-ce que quand même ça peut porter préjudice à l'un ou à l'autre? Alors le fait, vous savez, il y a un point, c'est le vote par correspondance. Donald Trump a dit, moi je ne veux pas du vote par correspondance, et les gens vont effectivement voter par la poste, beaucoup vont avoir peur de se déplacer. Alors ça, c'est pas très bon pour Donald Trump parce que ça va dissuader son camp, le camp républicain, d'aller voter. Il joue un peu contre son camp en disant cela. Et peut-on faire un bilan de sa politique en Afrique, justement, le président américain? Alors sa politique en Afrique, on peut dire que c'est soit l'indifférence, un des seuls présidents à n'avoir jamais foulé le continent, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, il n'est jamais venu en l'espace de 4 ans. Et puis on se rappelle du mépris, le shit all country, on ne va pas le traduire, mais on voit bien ce que ça veut dire, le mépris. Alors il ne faut pas complètement caricaturer, il y a eu quand même Prosper Africa, qui est en fait un dispositif pour encourager les entreprises américaines à investir. Les Américains se sont impliqués également en RDC, au Cameroun, on peut parler aussi du Soudan, donc il n'y a pas eu une absence totale de politique africaine, mais enfin, ils sont quand même très très loin derrière les Chinois qui ont pris la mesure du continent. D'un chiffre, 60% de la population africaine a moins de 25 ans, et là évidemment il y a des puissances qui se disent il y a des affaires à faire dans ce continent parce qu'il y a des besoins, et quand il y a des besoins en matière de santé, d'éducation, de bien-être, eh bien il y a des entreprises qui investissent. Les Américains sont quand même très très loin et le bilan de Donald Trump est quand même très mauvais. Et justement, que peut-on penser de sa politique extérieure en général? Alors sa politique extérieure, vous savez, elle a été marquée par un respect de ses promesses de campagne. Je me retire de l'accord de Paris, je me retire de cet accord sur le nucléaire iranien, et on peut dire qu'il a fait du nationalisme à la mode du 21e siècle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le juger, hein, c'est l'histoire qui jugera, mais en tout cas, il a vraiment une politique aux antipodes du multilatéralisme qu'avait mis en place Barack Obama. Voilà, on va parler de son adversaire, Joe Biden, plus précisément de Kamala Harris, qui a été désignée co-listière. Ce serait la première femme noire vice-présidente si jamais Joe Biden est élu. Pourquoi ce choix?
Alors, il y a 3 éléments de sa biographie qui sont importants. Le premier élément, c'est que c'est une femme noire. Et vous savez, aux États-Unis, il y a ce mouvement Black Lives Matter, il y a aussi le mouvement MeToo. Donc, c'est très important. On pense, par exemple, qu'elle peut faire basculer un État comme la Floride, avec beaucoup de Jamaïcains, beaucoup d'Haïtiens, et elle a une relation particulière. Elle est d'origine jamaïcaine, par son père, et la communauté jamaïcaine peut avoir son rôle. Elle a un CV exceptionnel, procureur de Californie, et puis elle est assez centriste au sein du Parti démocrate, assez proche de la gauche, mais sans être trop à gauche. 2 avantages dans la campagne, eh bien, on ne parle que d'elle. Vous regardez la presse américaine, Joe Biden, on l'appelait un peu Joe l'endormi, cette campagne n'intéressait personne, mais on s'intéresse à Kamala Harris. On dit c'est peut-être la future Barack Obama, la première femme peut-être un jour présidente des États-Unis qui serait une femme noire. Et aussi asiatique, puisqu'elle est asiatique par sa maman, qui est d'origine indienne. Et puis, en tant que vice-présidente, c'est très important de dire qu'elle a 20 ans de moins que Joe Biden. Parce que, vous savez, cher Tidiane, un vice-président, ça n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, eh bien, c'est quand le président s'en va parce qu'il est assassiné, mort, maladie, ou qu'il est empêché. Eh bien, là, c'est important d'avoir quelqu'un qui a 20 ans de moins. Et ce qui est important de dire, c'est que Joe Biden dit « Je suis une transition avec la nouvelle génération ». On peut même imaginer que Joe Biden se retire peut-être à la fin du premier mandat et il laisse sa place à Kamala Harris, qui devra quand même faire campagne en 2024. Certains voient ce ticket un 3e mandat de Barack Obama. Ils n'ont pas tort parce que Barack Obama a adoubé à la fois Joe Biden. Vous savez, ils ont, ce que j'ai là, ils ont un bracelet d'amitié. Joe Biden et Barack Obama sont très très proches. Pourquoi? Parce que Joe Biden, quand il était vice-président de Barack Obama, il a perdu son fils, Beau, d'un cancer de la tête, du cerveau. Et ça a rapproché les 2 hommes à tel point qu'évidemment, Barack Obama sera évidemment très content d'avoir Joe Biden à la Maison-Blanche. Voilà, Kamala Harris, issue de la minorité, justement, le racisme au cœur du système dénoncé, surtout à travers ce mouvement Black Lives Matter. Est-ce de la veille Alors là, oui, le racisme aux États-Unis, on en parle depuis les années 60 et on en parle même depuis l'esclavage. Est-ce qu'on va se sortir de là? Il y a encore des choses très inquiétantes. La police, évidemment, avec ce qu'on appelle le profilage ethnique. La justice, savez-vous, cher Tidiane, que 10 000 hommes noirs devraient être sortis de prison s'il n'y avait pas de discrimination judiciaire, notamment par exemple les remises de peine. 4 fois plus de chances pour un blanc d'avoir une remise de peine par rapport à un noir, pour la même peine. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire en matière de racisme. Et il y a ce mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement pas comme à l'époque de Martin Luther King, qui est beaucoup plus féminisé, très très jeune, où il y a beaucoup de blancs d'ailleurs, il n'y a pas que des noirs dans ce mouvement-là. Puis c'est un mouvement mondial par les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait des manifestations notamment de soutien à Dakar malheureusement George Floyd, qui a été, vous savez, tué par un policier en mai dernier. C'est un mouvement qui concerne aussi Paris, avec les manifestations en faveur d'Adama Traoré, justice pour Adama Traoré. Il y a vraiment là un antiracisme mondial qui est en train de monter dans les jeunes générations. Mais quand même, on parle d'un pays qui a élu un président noir issu de la minorité. Et précisément, c'est ce que les Blancs se disent aujourd'hui. Joe Biden a fait un discours il n'y a pas longtemps en disant « On croyait qu'en ayant élu un président noir, ça allait suffire ». Pas du tout, parce qu'il y a des siècles d'esclavage et de ségrégation raciste. Donc évidemment, ça ne suffit pas d'élire un président noir. Voilà. Et pour en finir avec les États-Unis, donc comment voyez-vous cette situation? Est-ce que vous pensez qu'on va vers des lendemains meilleurs dans ce pays meurtri par le coronavirus, avec une économie pratiquement à terre? Alors évidemment, la situation économique, elle est aujourd'hui dramatique. Les Américains attendent probablement peut-être une reprise économique autour de cet automne. Mais il faut dire aussi que cette Amérique échange. Savez-vous par exemple qu'en 2050, les Blancs seront minoritaires aux États-Unis et c'est aussi un pays qui continue à attirer des gens. C'est encore l'American Dream. Alors certes, Donald Trump, lui, a eu un discours anti-immigrant qui a peut-être fait beaucoup de mal, mais vous avez encore aujourd'hui des Sénégalais, des Nigérians. Il y a une force d'ailleurs africaine aux États-Unis. Cette immigration africaine, elle a vraiment du corps. Vous savez qu'à New York, il y a
par exemple un quartier qui s'appelle Little Sénégal, eh bien cette Amérique, elle change aujourd'hui avec cette immigration asiatique, cette immigration hispanique, cette immigration africaine. Voilà, on va parler à présent de la situation dans la sous-région ouest africaine. On sait, une sous-région sous tension, née de la volonté de certains chefs d'État de briguer en troisième mandat. Oui, alors évidemment on ne va pas être exhaustif et la situation du Mali ou la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas la même, ou de la Guinée n'est pas du tout la même. Donc ce qu'on peut dire cependant, quand on prend un peu de recul, le recul de l'historien, c'est qu'on est en 2020. Et 2020, ça veut dire qu'on est en train de commémorer les 60 ans de ces indépendances, de ces décolonisations. Pour la plupart, hein, certains ont été indépendants avant, on porte à la Gold Coast, le Ghana, ou à la Guinée précisément en 1958, et puis d'autres après, évidemment, bien après. Mais 60 ans, c'est jeune pour des États, c'est très jeune. Alors moi, je propose quelque chose à ceux qui sont afro-pessimistes. Prenez la France, prenez l'Allemagne, prenez la Russie, prenez l'Italie, et prenez ces pays 60 ans après leur naissance. Mais c'était le bazar. Ça n'allait pas du tout. Ces États n'étaient pas construits, ils étaient jeunes, ils étaient en train de se constituer. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être quand même avoir un tout petit peu de bienveillance pour des États qui n'ont que 60 ans. Pour un historien, encore une fois, c'est jeune. Est-ce qu'il faut dédouaner complètement? Non, mais il y a quand même... mais on a l'impression qu'on fait 2 pas en arrière quand même, parce que là, on a des présidents élus démocratiquement et qui s'étaient prononcés à respecter la Constitution. Oui. Et là, quand même... Oui, mais cher Tidiane, en fait, vous savez, on parle souvent dans les médias, et c'est tout à fait normal, des trains qui n'arrivent pas. Et l'historien, en prenant un peu de recul, il est obligé de parler aussi des trains qui arrivent. Et ouais, il y a un élément qui me paraît fondamental, c'est de parler des sociétés ou des États qui fonctionnent, ou qui fonctionnent plutôt bien après 60 ans. Nous sommes au Sénégal. Au Sénégal, il me semble qu'il y a une presse diversifiée. Vous en êtes l'expression. Il me semble qu'il y a du pluralisme démocratique, qu'il y a une alternance, qu'il y a une société civile très attachée à l'état de droit et aux institutions. Eh bien, si on mettait en avant des exemples positifs, prenez le Nigeria, il y a des pays qui économiquement aujourd'hui ont des taux de croissance absolument incroyables. Vous savez que c'est important que l'Afrique ait une vision positive d'elle-même, parce que ça va évidemment se répercuter sur les investisseurs, sur quand on fait un prêt par exemple pour un pays africain, il faut qu'il y ait une confiance à l'international. Eh bien, ces sociétés-là, ces États-là, ils ne dysfonctionnent pas. Regardez le Covid-19. Il y a quand même eu une mobilisation sanitaire dans tous les continents. Moi, je peux vous dire, je suis français. J'arrive à Dakar, je vois des gens porter le masque. Ne portent pas toujours le masque en Europe. Hein. Ouais, c'est clair. Donc il y a quand même quelque chose. Puis les 2 points, vraiment très rapidement, c'est l'unité africaine qui est très importante. Et l'unité africaine, notamment pour l'indépendance monétaire plus forte et pour l'indépendance en matière de gestion des ressources naturelles. Et puis aussi l'éthique des dirigeants. Ces dirigeants qui veulent modifier la Constitution, ils devraient se poser une question. Quel est l'intérêt du peuple ? L'intérêt de la santé, l'intérêt de l'éducation, l'intérêt du bien-être de ma population. Voilà, pour en finir, vous venez de publier votre dernier ouvrage, Histoire mondiale du bonheur, avec des auteurs sénégalais. Quelle est la vision africaine du bonheur ? Alors oui, c'est une touche un peu positive. Les 2 auteurs sénégalais, puisque j'ai dirigé cet ouvrage, sont Elhadj Hamidou Kassé puis Souleymane Bachir Ndiaye, qui tous les 2 font un chapitre sur le bonheur en Afrique. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment que le bonheur, si on voulait le résumer, en Afrique, il n'est pas dans la possession, il est dans la relation. Ça, c'est fondamental. Je pense par exemple à l'article de Souleymane Bachir Ndiaye, qui parle de l'Ubuntu, qui est une philosophie bantoue, vous savez, du sud de l'Afrique, et qui dit, eh bien, le bonheur, il se partage. On ne peut pas être heureux indépendamment de sa famille, des gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est fondamental. Et je voudrais aujourd'hui, on est le 15 août, souhaiter évidemment une bonne fête à tous les catholiques, tous les chrétiens. C'est l'Assomption, c'est important. Et dire qu'au Sénégal, on partage les fêtes. L'Assomption est partagée par tous les Sénégalais, quelle que soit leur religion. Tabaski, il y a plusieurs jours, est partagé également par tous les Sénégalais. Donc cet Ubuntu
Ubuntu du sud de l'Afrique, on le retrouve dans l'idée de Teranga au Sénégal. Et ça, c'est un message très fort pour le monde. Ce pays qui a souffert, on connaît la traite, on connaît l'esclavage, on connaît la colonisation. Aujourd'hui, ce continent, il a un message à donner au monde, qui est un message de partage et évidemment de fraternité et de sororité. N'oubliez pas les femmes, parce que c'est un continent très féminin. Voilà, merci à vous, Monsieur François Durper, qui était notre invité. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, cher Tidiane, pour ton invitation. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.